Joseph Mobutu est un jeune journaliste à l'époque où le Congo est encore une colonie belge. Nommé chef d'état-major lors de l'indépendance en 1960, il se révèle un homme de pouvoir habile et rusé. Avec l'aide de la CIA et la complicité de la Belgique, il trahit son père spirituel, le leader nationaliste et Premier ministre, Patrice Lumumba, qui est sauvagement assassiné. S'ensuivent 4 années de troubles et une guerre civile que le général Mobutu remporte avec l'appui des puissances occidentales. Un an plus tard, en 1965, lors d'un coup d'État militaire, Mobutu s'autoproclame président, élimine toute velléité d'opposition et instaure un parti unique à sa totale dévotion, le MPR. Le Congo rebaptisé Zaïre traverse la période la plus sombre de son histoire, le moboutisme est érigé en religion d'État et le culte de la personnalité atteint son paroxysme. Le moboutisme, ça se résume en ceci. Les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur du MPR. Lorsqu'on a affaire à un peuple comme le mien, on ne peut pas se sentir fatigué. Un chef qui se sent aimé, et vous voyez ce plaisir de se savoir aimé par son peuple. Je ne dis pas adoré pour ne pas exagérer. Se savoir aimé, ça fait plaisir. On se tuerait pour ce peuple. À partir de ce moment-là, toutes les forces qui avaient tendance à s'agiter ou à essayer de réclamer contre le pouvoir étaient matées. C'était le triomphe. En 1970, c'était le grand triomphe de Mobutu. Il était le maître après Dieu, l'unique propriétaire du pays, l'unique propriétaire des richesses du pays, l'unique propriétaire des vies de tous les gens qui étaient dans le pays. C'était la dictature à l'état pur. À l'université, Mobutu est publiquement bravé, l'épreuve de force est engagée. Les militaires tirent à bout portant et emportent les corps. Personne ne saura jamais combien de morts il y eut, où et comment les étudiants furent enterrés. Les leaders de la contestation passent en jugement. 12 d'entre eux sont condamnés à perpétuité. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette interview dans cette clandestinité? C'est parce que on est plus libre d'expression. Ce qui fait que si on doit le faire dans un lieu où passerait tout le monde, vous serez victime d'expulsion, tandis que moi, je moisirais certainement en prison ou même être décapité. C'est tellement grave. Tellement grave que personne ne l'ose. Personne ne peut pas. Personne n'ose ça, voyez-vous. 2 ans plus tard, les étudiants récidivent. Le président Mobutu fait fermer l'université et incorpore les 2000 étudiants dans l'armée. Loin des auditoires, ces nouvelles recrues apprennent à obéir et à se taire, à défiler et à ramper.
Après l'université, c'est au tour de l'Église d'oser émettre des réserves et de critiquer le parti État et son président fondateur. J'ai toujours essayé de défendre ce que je croyais être la vérité et la justice. Ça, je l'ai toujours fait depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, répondant à cela, à ma mission, n'est-ce pas, qui est de défendre les faibles, défendre les pauvres. J'ai toujours prêché la vérité et la justice. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'Église se mêlent de la politique? Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Monseigneur Maloula, peu de temps après, est envoyé en exil auprès du Saint-Siège à Rome. Soldats zaïrois, notre serment. Jésus, fidèle au président fondateur, fidèle au président fondateur, fidèle au Père, fidèle au Père, fidèle au Père. Il était question de préparer un coup d'État militaire à la date du 30 septembre. La seule possibilité, c'était mon élimination physique. 5 ou 6 jours avant le coup, un adjudant est venu me mettre au courant et on a remonté la filière. Ils sont au nombre de 29, donc civils et militaires, oui. Aux arrêts. 12 généraux sur 21, si je suis bien informé, ça fait quand même un beau total. Et alors? Ça montre l'ampleur de ce complot, non? L'ampleur, je ne crois pas. Il ne faut pas dire ampleur pour une armée de 60 000 hommes. Alignement. Gardez-vous. Major des forces armées zaïroises coupables de trahison, de complots militaires et de manifestations et réunions publiques sans autorisation, les condamne en conséquence aux peines suivantes. À la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour complot militaire, à 5 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes. Prononce une peine unique, la plus forte soit la peine de mort. Au général, je suis innocent, mon chef m'a blanchi et j'ai introduit mon recours en annulation auprès de mes avocats. Bonsoir, mon. À l'issue du procès, 13 officiers sont exécutés. Suis à vous. Il y a quelques années, lors du procès de la Pentecôte, comme on l'a appelé, vous m'avez dit, dans une interview que j'ai eue avec vous, il fallait poser un exemple. Je suis le chef du compte fait. Il fallait poser un exemple. Est-ce la même motivation qui est à la base des condamnations, des exécutions du procès le plus récent? Vous avez toujours cette idée-là. C'est cette idée-là que vous partez. Je ne sais pas. Mais je dois vous dire tout de suite là que des situations de ce genre seront toujours, mais sans pitié, mais avec rigueur réprimée. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et je le dis même brutalement. Plus de clémence, comme vous l'avez savé. Parce que nous savons d'où ça vient. Voilà. Sur le plan intérieur, si au Zaïre de Mobutu, il y a une chose qui marche, c'est au moins les services de sécurité. Et ça, c'est vrai, c'est une machine, c'est un appareil qui fonctionnait parfaitement et qui, par conséquent, qui tenait les gens. J'avais effectué plusieurs missions secrètes de régime de Mobutu. Et plus particulièrement sur ce lieu où je suis actuellement, comme ici par exemple. Et j'atterrissais sur des missions qui me concernent directement. J'atterrissais ici pour le transport des prisonniers qui étaient assassinés. Et d'habitude, ces prisonniers venaient de ce côté. Le bâtiment que vous voyez là-bas, grillé, des endroits où les cadavres étaient gardés. Ceux qui voyaient à l'époque les hélicoptères sillonner le fleuve dans la nuit
D'autres croyaient que c'était une surveillance nocturne de notre frontière avec le Congo. Ce n'était pas le cas, c'était exactement les largages des cadavres humains, des personnes exécutées par les services secrets de Mobutu. Et après chaque vol de largage des cadavres humains, dans la nuit, les gardes du corps de Mobutu, ces agents de sécurité, nettoyaient l'hélicoptère complètement pour éviter les moindres traces du sang qui pouvait couler sous les bâches, parce que les cadavres étaient emballés dans des bâches. J'ai su tout cela, mais nous ne pouvions pas parler, au risque de mourir. Au risque de mourir. Parce que bon, il assassinait, hein, aussi facilement qu'on écrase un insecte. Donc nous avions besoin de vie, nous avions besoin de vivre. Tu vas parler aussi Congolo? Non, tu n'aimes pas les journalistes. Qu'est-ce qu'ils font les journalistes? Ils font des photos. Ils écrivent aussi. Hein? Parfois méchamment, contre papa. Hein? Voilà. Il sait au moins que vous écrivez de temps en temps des méchancetés contre son papa. Hein, Congolo? Fils bien-aimé Jean-Paul, tu es déjà à l'âge de comprendre certaines choses, et même plus, surtout pour la vie de celui que tu as connu comme père, et dont les premiers ennuis et soucis ne sont pas seulement d'ordre familial. Tu peux reconnaître et distinguer des personnes qui s'acharnent à la disparition de notre clan, et surtout de cette œuvre que je compte laisser à travers l'histoire, autour de notre nom, ton nom. Sache qu'ici-bas, au niveau où nous sommes arrivés, nous avons beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Même ceux en qui j'avais confiance et qui sont même proches de la famille nous trahissent soit directement, soit indirectement dans tous leurs agissements. Toute la haine dont des milliers de personnes nous portent, ils en sont en grande partie les générateurs. Et ce qui se lit sur le visage n'est pas toujours le reflet de ce qui se passe dans le cœur. Sans toutefois oublier que le danger nous guette, je compte sur toi pour surmonter les événements avec calme. Réconforte mamie et la famille. Je t'appellerai demain dans la soirée. Courage, papa. Yamama Mobutu Sese Seko Ikambo ebandaka bakoko na zai Opesana kisana banae Citoyenne Mama Mobutu Akokisi Bambula Tukubisato Nami Bale Tokembisa ye Kubengaka ye Mama Dokumu ya Moka Zaire. Entre deux pas de danse, le président, aux côtés de sa femme Marie-Antoinette, savoure le succès et la reconnaissance que lui confèrent les dignitaires de l'ancienne puissance coloniale, le royaume de Belgique. Mama Mobutu, Marie-Antoinette's first wife, they were married, I believe, when she was 14 and he was 16. She was extremely influential. She was a very strong woman. Sometimes when I was seated with him and he had done something that which she did not approve, she would storm into the room and begin to let him know in no uncertain terms that she was unhappy with his decision. Quelque temps après le décès de sa première épouse et quelques jours avant l'arrivée à Kinshasa du pape Jean-Paul II, Mobutu se met en règle avec Dieu et son peuple
il se marie avec une institutrice, Bobby Ladawa, son ancienne maîtresse avec laquelle il a déjà 4 enfants. La deuxième femme, vous savez, c'était un deuxième bureau, comme on dit ici. C'était la concubine, la maîtresse, comme vous dites chez vous. Toute sa vie, cette femme s'est comportée en maîtresse. Pour la petite histoire, ça peut être intéressant qu'elle avait notre jumelle qui s'appelait Kossi et qui est devenue la femme de Mobutu. Les deux. Les deux sont devenus la femme de Mobutu. J'étais toujours étonné, mais j'ai toujours mis ça sur le plan de la tradition africaine. Comment deux femmes, deux jumelles peuvent partager le même amour, je dirais. Et j'ai vu que ça s'organisait très très bien, c'est-à-dire qu'ils partageaient les choses équitablement et qu'ils aimaient profondément ces deux femmes. Mais tout ça s'organisait très bien à table. Elles étaient toutes les deux. En voyage officiel ou officieux, elles étaient toujours là. Et ça s'organisait assez bien. Il a eu un rapport avec les femmes qui étaient des rapports intimement complices. Et toute sa vie a recherché de manière presque forcée, presque, comment dire, presque orgiaque, la présence des femmes. Je connais beaucoup de choses sur le plan de la sexualité du président Mobutu, mais il aimait beaucoup les femmes. Un peu comme tout le monde, hein, mais il allait plus loin que cela. On peut aimer les femmes, mais il allait plus loin que ça. Donc, et ce qui est plus grave ici, je politise l'affaire, c'est que il est allé pratiquement avec toutes les femmes de ses collaborateurs. C'est grave. Et moi-même, j'étais ambassadeur à Paris. Il a fait la cour incroyable à mon épouse. J'ai vu, nous étions au restaurant, il s'arrangeait toujours pour que mon épouse soit dans son environnement immédiat. Il la prenait, moi je voyais, mais je faisais semblant de ne pas voir. C'est gênant. Il a beaucoup utilisé les femmes, notamment les femmes des autres, pour affaiblir leur mari et donc devenir plus puissant. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Comment? Il prenait la femme d'autrui, bien sûr. Il prenait la femme d'autrui, il affaiblissait le voisin, et surtout les voisins qui lui faisaient ombrage. Et il devenait plus fort. Mais quand tu prends la femme du voisin, tu sais tout du voisin. Vous savez, un homme qui sait que son épouse a été avec le chef est diminué. Diminué totalement. Le faisait-il pour savoir tout ce que ses collaborateurs faisaient? En le sachant par le biais des épouses? C'est possible. C'est possible. Pour asseoir son pouvoir, pour tout savoir. Vous savez, le président était un adepte extraordinaire de l'information. Il voulait tout savoir. Premier travailleur du pays, Mobutu Sese Seko dirige un Zaïre riche de ses minerais, or, diamants, cobalt, et surtout le cuivre de l'ancienne union minière coloniale, rebaptisée Gécamine. Le président, enivré par une telle puissance économique qui enrichit les caisses de l'État, voit son pouvoir renforcé. Il conçoit de pharaonesques projets industriels pour le pays, devenu un nouvel Eldorado pour affairistes internationaux. C'est l'époque des éléphants blancs, ces travaux gigantesques qui vont remplir les coffres de grandes sociétés internationales et les poches de quelques notables mobutistes. Il a la chance d'avoir un cours du cuivre extrêmement haut, de sorte que toutes les difficultés possibles peuvent être réglées par cet argent de l'État qui coule à flot. Et ça va monter à la tête de Mobutu. Mais trop de facilité va aussi engendrer la corruption. Et cela va lui monter à la tête tant et si bien qu'il va véritablement, si j'ose dire, se prendre pour Mobutu. Vous savez que le Zaïre à ce moment-là est un dragon.
un dragon qui se compare au dragon de l'Est asiatique. Un taux de croissance extraordinaire de 7,5% par an à partir de 1967, un taux de progression industrielle de 12,5%. Donc c'est l'apogée. C'est un symbole. J'ai vécu ces années-là, des années de folie. Tout était permis. On pensait qu'avec la hausse du cuivre, du cobalt, tout était permis. Et ça, c'est le bruit. C'est là, le déclin a commencé exactement à cette époque-là. Financièrement malade, beaucoup de médecins se penchent, chacun avec son diagnostic et ses recettes thérapeutiques. Qui pour un traitement de choc, qui pour une chirurgie radicale. Nous ne sommes pas des mendiants parce que nous reconnaissons nos dettes. Notre pays ne peut pas être condamné suite à une baisse inhabituelle et imprévisible des cours du cuivre. Nous avons une politique et des perspectives. Et ceux qui nous feront confiance ne seront pas déçus. Au moment où Mobutu est justement sur sa lancée de plus en plus autoritaire et d'idées de grandeur de plus en plus affirmées, que les choses vont devenir de plus en plus difficiles et que l'État va être de moins en moins bien géré. La tête va lui tourner, le cou va lui gonfler, et il va, à ce moment-là, s'engager dans un cycle de mauvaises décisions. Vous êtes chef d'une entreprise. À 8 heures du matin se présente un général, un colonel ou un courtisan quelconque de sa cour qui vous dit « Monsieur, remettez-moi les clés de vos bureaux, remettez-moi vos comptes en banque, remettez-moi vos véhicules, remettez-moi tout ce que vous avez et allez vous faire pendre. » Les favoris du régime recevaient des entreprises. Et ces entreprises ne les géraient pas toujours, ils se contentaient souvent de les écrémer. Les voitures de l'entreprise devenaient leurs voitures, la trésorerie de l'entreprise devenait leur trésorerie. Et donc ça a donné un coup de force à la corruption considérable, cette zaïrisation. Oui, mais ce n'est pas un mal propre à la République du Zaïre ou aux seuls Zaïrois. C'est un mal qu'on trouve partout, dans n'importe quel pays au monde, même chez vous. Qui nous a appris la corruption? Je crois que c'est vous autres. Je vous parle ici franchement. Ce n'est pas un mal, une nouvelle invention du Zaïre. Donc, c'est de l'importation. Pourquoi nous combattons ce mal d'importation? Cet exercice d'autocritique lui plaisait dans la mesure où ça lui donnait une sorte de crédibilité au niveau de l'opinion nationale et même au niveau de l'opinion internationale. Mais il faisait tout pour que ça ne soit pas suivi des faits. C'est ça le problème. J'ai mis surtout l'accent sur les valeurs morales qui commencent à faire défaut dans notre société. Le Zaïrois est un peuple déiste et puis qui a commencé depuis quelques années à abandonner ses valeurs morales, spirituelles et puis à aimer de plus en plus largement des richesses et puis certains facteurs extérieurs de richesse et puis le m'as-tu vu. C'est l'ensemble de tout ce comportement, de cette attitude que j'ai dénoncé. D'abord, c'était sa tribu et puis sa famille. Tout ça, ce sont les étapes qu'il a connues. Une cour d'abord diversifiée, une cour régionale, une cour ethnique, une cour tribale, etc. Et puis familiale. Quels étaient les privilèges et les habitudes de cette cour? L'argent, le commerce, l'argent, le diamant, l'or, l'argent. Oh oui, j'étais là pour l'argent, Il faisait tout pour que Mobutu demeure éternel, hein. Absolument. Ah, moi aussi, à l'époque, hein, je n'étais pas dans la cour, je n'étais pas de la cour aussi, mais je faisais tout pour qu'il demeure éternel. In fact, a word was coined, a kleptocracy, a Greek word which means a government by theft.
coined, I think, uniquely for Zaire. The corruption there was from top to bottom, from top to bottom. Quand il avait besoin d'argent, il demandait au Premier ministre « Donnez-moi 1 million ». Le Premier ministre disait au gouverneur de la Banque centrale, le président demandait 2 millions, le gouverneur de la Banque centrale sortait 3 millions. Voilà. Lui, il n'avait reçu qu'1 million. Le Premier ministre recevait 1 million aussi, le gouverneur 1 million. En demandant 1 million, 3 sortaient de la banque. I think there became a confusion, perhaps in Mobutu's mind, as to, you know, l'état c'est moi. He was the government, therefore the treasury was his piggy bank. He could, again, we go back to the tribal chieftain. It's my impression that tribal chieftain always had the best hut or the best home in the village. They had the most wives, they had the most chickens or the most goats. He was also so clearly a man who had amassed a fortune for himself from all aspects of economic life in Zaire. He'd accumulated wealth that I have no reliable way of estimating, but I can tell you that it is often considered to be as much as $3 or $4 billions that he had in accounts elsewhere. Alors vous avez une dizaine de propriétés en Belgique, c'est ce dont on parle aussi, 2 en France, 1 en Suisse, Portugal, Espagne, plusieurs ici. C'est ça la fortune. C'est avec la dotation présidentielle Madame, que... selon vous, c'est ça la fortune? Si c'est ça la fortune, alors dans cette condition, madame, eh bien, c'est la tête de quelqu'un qu'on veut. Lorsque chez vous, il n'y a que le mot argent à la bouche, celui qui vous arrache ce beefsteak de la bouche, c'est un homme à abattre. Voilà la vérité. Il y a d'autres estimateurs. Laissez-moi continuer. Et vous tournez autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Et ne tournez pas autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune que vous avez tirée du Zaïre, c'était par Léopold II qui nous a spoliés, qui nous a pillés. Voilà, ce n'est pas Mobutu. Ce que j'ai fait pour mon pays, toute ma jeunesse, toute mon énergie, vous voulez expliquer à ce peuple par vos écrits, il le fait pour l'argent. Faire ce que j'ai fait, c'est pas pour l'argent, mon cher ami. Je le fais parce que par nationalisme, par patriotisme. En pleine crise économique, en collaboration avec des industriels allemands, Mobutu inaugure un ambitieux programme spatial dans l'est du Zaïre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, c'est ton résultat quand même. Hein. Il y a eu une vanne qui n'a pas marché. Ah oui, propulsion, il est bien. Des opposants zaïrois en exil attaquent le sud du territoire à partir d'un pays voisin. Sérieusement ébranlé, le commandant suprême des forces armées zaïroises descend sur le terrain des opérations. Il vient galvaniser ses troupes et jouer au héros des grandes guerres devant les caméras de la télévision. Il n'a jamais été un chef militaire dans le sens du terme que nous donnons en Occident. D'abord, il n'en avait pas reçu la formation. Il a reçu comme formation gradé comptable dactylographe. Donc il n'a jamais eu un cours ni de tactique, encore moins de stratégie. Chaque fois qu'à la tête de ses forces, il a voulu réduire une rébellion, une mutinerie un peu organisée, chaque fois il s'est fait battre à plat de couture. Et chaque fois il a dû faire appel à des conseillers extérieurs. Donc il n'avait, sur le plan militaire, absolument aucune compétence,
Mais de nouveau, comme chef africain, il avait indiscutablement du courage. Il était sportif et courageux, mais n'était pas capable de diriger une armée. Officiellement, pour protéger la population européenne, la Légion étrangère saute sur Kolwezi. À nouveau, le régime et le président Mobutu sont sauvés de justesse. Mobutu, pour éviter la défaite totale, avait été obligé de tuer, de faire massacrer les Français, leurs épouses et leurs enfants qui étaient à Kolwezi, pour obliger Giscard à intervenir. Et Giscard est tombé dans les panneaux, il est intervenu, il ne pouvait pas faire autrement, les pauvres. Et Mobutu a été sauvé grâce à cela. France, oyez! Giscard, oyez! Zaïre, oyez! Amitié France-Zaïre, oyez! Je vous remercie. Chaque fois que son armée subissait des défaites, des reculades, lui, il augmentait en grade. Chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il parvenait à transformer ses défaites en victoires. Président de la République, président fondateur du parti, commandant suprême des armées, magistrat suprême, les titres officiels de Mobutu s'accumulent mais ne le satisfont pas. Il rêve d'être président à vie, ou mieux, roi du Zaïre. Mais prudent, le général de corps d'armée Mobutu, qui a remporté 3 victoires extérieures sur l'ennemi, se fait désigner maréchal du Zaïre par la hiérarchie militaire. Selon une tradition bien établie, un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai voulu rester dans la ligne du mouvement populaire de la Révolution. Voici ma devise. Toujours servir. Interdiction d'exercer les droits civiques et politiques pendant 5 ans à l'endroit d'Ngalula, Tshisekedi. 13 parlementaires, dans une lettre ouverte très critique adressée au président, dénoncent le régime et la corruption institutionnalisée. Parmi eux, Étienne Tshisekedi, l'artisan de la première constitution, l'ex-ministre de la Justice et de l'Intérieur. Tout Zaïrois, de par sa naissance, est membre d'un père. Or, comme dans un parti, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur, qui entraîne la discipline du parti. Donc, vous voyez, dans un parti où l'on n'a pas adhéré librement, et dès qu'on y applique la discipline du parti, qui normalement ne peut se comprendre que dans un parti où l'on a adhéré librement, vous voyez que tout de suite, ça donne lieu à énormément d'abus. Tshisekedi et les parlementaires dissidents ont osé élever la voix. Ils sont rapidement arrêtés pour outrage au chef de l'État et condamnés à 15 ans de servitude pénale. L'opposition d'abord, selon vous, c'est quoi? Ne me dites pas, est-ce que les aigris ont un certain droit aux Zaïre? Je vous dirais oui. Les aigris, ça existe dans mon pays. Lorsque Tshisekedi a été mon ministre de l'Intérieur, mon ministre de la Justice, lorsqu'il a été pendant 7 ans vice-président de notre Assemblée, président, directeur général, délégué général d'Air Zaïre, ambassadeur, eh bien, depuis qu'il a perdu tous ses titres, il devient aigri et pour vous, c'est un opposant. Les 13 parlementaires sont bel et bien en prison, gardés militairement, avec interdiction formelle de visite. Leur statut maintenant, c'est ce que les juristes appellent une mort civile en quelque sorte. Je crois que c'est ça. C'est à eux à se conduire pendant cette période convenablement en principe. Et ce même Mobutu qu'on chantait hier, avant-hier, on le traîne dans la boue. Ne confondez pas les choses.
Mais est-ce qu'ils doivent chanter encore alors vive Mobutu? Comment? Je n'ai pas besoin de cela. Croyez-moi, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de 27 millions de citoyennes et de citoyens que je dirige. Eh bien, les quelques aigris là, comme on le chante chez vous, les chiens aboient, la caravane passe. Et c'est une caravane de 27 millions d'habitants. En République du Zaïre, on s'exprime librement et clairement. Et dans la discipline du fidélité, oh fidélité, maman, Amoboto. Il avait imaginé un système de manège forain. On rentrait dans le manège, dans les chevaux de bois, et puis alors, plus on rapprochait de l'axe, plus on avait les pouvoirs. Mais si on n'était pas tout à fait, si les intrigues se nouaient, et que bon, il y avait des oppositions, eh bien on reculait. Alors il y avait tout ce système, n'est-ce pas, mobutiste, typiquement mobutiste, mais finalement qui est repris, je crois, par tout le monde. C'était la promotion, la permutation, la rétrogradation, la mise en réserve de la République, l'exclusion jusqu'à aller dans les limbes, vous savez, d'une ambassade lointaine peu rémunératrice, et puis on était finalement toujours récupérés. Tous ceux qui étaient éliminés avaient toujours l'espoir d'être mis en réserve. Il y avait toujours possibilité, n'est-ce pas, d'un retour et d'un pardon accordé par le père fondateur. Je peux affirmer, un peu comme le bon pasteur de l'Évangile, je connais mes compatriotes et mes compatriotes me connaissent. Je dois parfois frapper, et même très durement. Mais comme vous le savez, nous vivons sur la terre des hommes. Et si un chef doit savoir punir, j'estime que le pardon est quelquefois nécessaire. Ceci dit, mon chemin est simple. Vous êtes aujourd'hui bénéficiaire des mesures d'amnistie que je viens de prendre. Vous sortez de la prison. Vous rentrez d'un exil. Le lendemain, vous recommencez. Aussitôt, je vous reprends et vous retournez en prison. Nous refusons cette offre d'amnistie pour des raisons objectives. Nous devons aussi, en rentrant, entrer dans le MPR, c'est-à-dire renoncer aux principes pour lesquels nous avons lutté pour le moment. Donc, en quelque sorte, faire une reddition sans condition. Aussi, nous refusons de le faire dans des conditions humiliantes et dégradantes. Faire amende honorable, aller nous mettre à genoux, faire allégeance devant le président Mobutu, nous estimons que cela est une abjuration politique grave que l'histoire et le peuple ne peuvent jamais nous pardonner. Boyoki, ancien premier commissaire d'État, ce qu'on a évité la Kotanga Kombonaye, citoyen Gounz, Boyoka qui va déclaration il y a sali à Bruxelles. À Kepe Kosala en Amérique, à l'objet 30 juin, à l'ingé réconciliation, à Zali Kozong. Après ce date, il y a Zali Kozong. BV, la réconciliation nationale réalisée, je suis prêt à donner ma contribution sans réserve. Le service politique, au plus haut niveau. Au plus haut niveau, c'est pas moi qui le décide. Mais je peux rendre service à n'importe quel échelon. Ça veut dire que vous reniez tout ce que vous avez écrit ces dernières années sur le régime? La réconciliation, d'après le Robert, dictionnaire, le meilleur dictionnaire de la langue française, c'est l'acte qui met ensemble des parties qui étaient en conflit. À partir du moment que vous utilisez le mot réconciliation, il faut être conséquent avec la langue française que vous utilisez. Mobutu n'est plus l'incarnation du mal zaïrois pour vous? Mobutu est le président du Zaïre. C'est clair. Lorsqu'on se considère comme chef, on doit aussi pardonner, on doit aussi parfois oublier, madame. C'est ça. Pourtant, certaines personnes vous ont traîné dans la boue, en Occident notamment, je pense à Nguza Karlibon, et vous avez pardonné. Ah ben, j'ai pardonné, madame. Il était condamné à mort, ben, je l'ai gracié. Il est libre,
Il est avec moi pour des raisons qui lui sont propres, que je connais. Voilà tout. Pourquoi pardonner à des gens qui vous nuisent? Oh, madame, voyez-vous, dans mon cas, où on est chrétien, où on ne l'est pas. On m'a appris à pardonner et je dois le prouver. Vous savez, le président Mobutu avait du monde politique un peu une vision de joueur. Vous savez, je crois que pour lui, la politique, c'est un jeu. Et j'ai cru aussi, j'ai appris aussi qu'il était lui-même un grand joueur de dames. Il paraît qu'il était très fort quand il jouait aux dames. Il trouvait difficilement des adversaires pour le battre. Eh bien, je crois qu'il avait conçu l'ensemble de la vie politique comme un jeu. Et que lui, c'était le grand joueur. Et que les acteurs étaient des pions. C'est vrai qu'il lui appartenait de déplacer en fonction de ses jeux, de ses intérêts, de ses stratégies. Maréchal du Zaïre, ta perspicacité et ta sagacité, transcendées du ciel comme une science infuse, de façon prime sautière, sont sans pareil. Ô toi, candidat de l'unité, ego elegivos, ut vitam habeam, non pereiam in tenebris. Comme tous les 7 ans, Mobutu, seul candidat, se présente aux élections. Les électeurs ont le choix entre 2 bulletins, un bulletin vert pour l'unité et la paix, un bulletin rouge pour le changement et le désordre. Présenter des bulletins rouges dans certains coins de la République, mais c'était considéré comme de la provocation pure et simple. Ça n'était pas facile. Et il faut le comprendre et le retenir la chose. Ça n'était pas facile de faire admettre à certains citoyens de la République du Zaïre que élection signifie 2 bulletins. Et bien, les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient ben, nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Vous voyez, considérons ça comme un excès de zèle et n'allons pas au-delà. Voilà tout. Il ne s'est jamais donné le titre de roi ou d'empereur. Mais il était trop malin pour le faire, mais il a substitué cela par d'autres formes de pouvoir qui étaient analogues. Le fait de se proclamer le seul maréchal du Zaïre, mais ça pouvait dire tout. Le seul de ne pas le dire, mais d'être président à vie en fait. Mais c'est ça le félin. Il n'a jamais dit, ça ne se trouve nulle part dans le texte, mais il l'a vécu. Il l'a vécu comme si le peuple lui donnait cela en cadeau. C'est le roi nègre. Élu à l'absolue unanimité des suffrages, Mobutu légitimise sa dictature lors d'une rituelle prestation de serment en présence de tous les corps constitués de la nation zaïroise. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga,
élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois, dont nous sommes les témoins en vertu de la Constitution, et en notre nom personnel, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes et vous réitérons notre attachement. Avoir toutes ces expressions de joie chez les filles et les fils du Zaïre, toutes ces marques d'amour et d'estime envers leur chef, à observer ce climat de paix dans lequel ils vivent, je me pose la question, que dois-je faire qui puisse davantage faire plaisir à ce peuple? Tombola ezali kaka kokontinue bana mobali lelo tozali na esengo monene ndenge mama na papa baye apesi mbote na remerciement na mama présidente azi yamamaye molakisi na biso ya école primaire esambia auti koganye na mama bana mobali maboko bopesa maboko sikoyo batata bamama bandeko biso baso totala na ngambo ya cité bakopeta moto wana oyo boyebi mbula na mbula 84 ezalaki 87 ezalaki I had the feeling about him sometimes that he'd used up the pleasures in his life, if I can put them that way, if I can put that thought that way. I think that there were times when he was bored, and that increasingly his life was dominated by a kind of boredom. I thought of him as a person who had his homes in Paris, in Switzerland, in southern France, and all the money that anybody could possibly want, and had found that it hadn't brought him the full measure of satisfaction that he yearned for. He was still a person in his mid-50s, which is not all that old, and yet this kind of sober quality to him was often to be found. And I can imagine a Mobutu who felt himself increasingly in a fortress. His isolation is increased, and his misery must have increased.